Monsieur l'ambassadeur, chers amis, deux remarques préliminaires. D'abord, je lirai mon intervention, ce qui n'est pas mon habitude, mais on me l'a demandé pour les traducteurs. Et deuxièmement, et je rentre dans le sujet, le titre qu'on m'avait donné, sur lequel j'ai travaillé à Jérusalem, a changé. Le titre originel était « Deux États », ou plutôt « Un État en Palestine ». Est-ce encore possible? Est-ce encore souhaitable? Mais avant de répondre à ces deux questions, une autre remarque, personnelle cette fois, quelques mots sur l'histoire d'un grand malentendu qui m'accompagne depuis une quinzaine d'années. En 97, j'écrivais en hébreu un long texte appelé « Le défi binational », qui a été publié en français 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, par les éditions textuelles. Et depuis, d'une façon systématique, je suis identifié à la perspective d'un État binational comme solution ou comme unique solution, et en opposition, évidemment, à la perspective de deux États. Ça n'a rien à voir avec ce livre. Il se nomme « Le défi binational » et non l'État binational, et ne traite que très accessoirement de la question de la solution politique. C'est beaucoup plus un plaidoyer à charge, et là on touche déjà une partie du sujet, un plaidoyer à charge contre le concept d'État juif, pris dans le sens démographique du terme, qui est la conception sioniste de l'État juif, un État de juifs uniquement ou aussi uniquement possible. Cette conception sioniste de l'État juif n'est d'ailleurs pas très originale, dès lors qu'on la met dans le contexte historique où il est né, à savoir la crise des grands empires à la fin du XIXe siècle, l'empire austro-hongrois, l'empire tsariste, l'empire ottoman, et la revendication des peuples opprimés dans ces empires à vivre dans leur propre État, les Grecs dans un État grec, les Tchèques dans un État tchèque, les Slovènes dans un État slovène. Et c'est dans cette foulée qu'un mouvement, le mouvement sioniste en Europe de l'Est, développe l'idée, nous aussi on veut notre État à nous. Si les Grecs ont leur État, si les Slovènes ont leur État, pourquoi les Juifs n'auraient pas leur État? C'est-à-dire des États aussi ethniquement, nationalement, confessionnellement, homogènes que possible, ce qui évidemment, une telle conception porte en elle deux très grands dangers. D'abord, la perception de l'autre comme une menace, et donc le risque réel d'un nettoyage ethnique, risque qui s'est concrétisé dans de nombreuses occasions, y compris la Palestine en 1947-49. Pour maintenir un État aussi ethniquement, confessionnellement homogène, il faut, d'une façon ou d'une autre, se débarrasser de ce qui n'appartient pas à cette homogénéité. On l'a vu très récemment dans les guerres des Balkans, qui elles aussi se faisaient au nom de l'État-nation, de l'État ethnique, et les épurations ethniques qu'elles ont impliquées. Le deuxième danger dans une telle conception de la normalité politique touche aux effets pervers que provoque cette homogénéité démographique en termes civilisationnels. Pensez ce que serait la France sans les Italiens et les Espagnols et les Juifs au tournant du siècle et les Arabes. Elle ressemblerait, mais alors vraiment, à un militant du FN du fin fond de la Corrèze, avec son béret basque, sa baguette et son litron de rouge de mauvaise qualité. La France est riche de ses importations humaines, de ses mélanges et de ses métissages. C'est inutile de le rappeler. Un État aussi uniquement juif que possible n'est pas seulement un crime, et n'est pas seulement gros de crimes contre la population indigène, la population arabe de Palestine, condamnée soit à l'expulsion, soit au mieux à l'apartheid, mais aussi la cause fondamentale d'une pauvreté culturelle et d'une dégradation morale de plus en plus marquante de ma propre société. Une société qui se referme sur elle-même et qui ferme
et qui sent de plus en plus le ranci. Revenons à la question posée dans cette table ronde, ou plutôt à la double question qu'on m'avait demandé de travailler, et quitte à surprendre certains de mes amis qui se trouvent ici, à savoir, un État palestinien est-il encore possible? Un État palestinien est-il encore souhaitable? Je réponds 2 fois oui. Possible, souhaitable, et j'ajouterai peut-être un 3e oui, indispensable aujourd'hui. Il existe aujourd'hui, parmi certains intellectuels et journalistes israéliens, une approche qui rejette la faisabilité d'une solution basée sur la partition entre 2 États. Les derniers articles de mon ami Gideon Levy dans le Haaretz, pour ne donner que cet exemple, vont dans ce sens. Irréversibilité est le mot-clé. On ne peut plus revenir en arrière. On aurait bien voulu, mais ce n'est pas possible. Ce concept et l'analyse qu'il sous-tend ne sont pas neufs. Dès la seconde moitié des années 70, le géographe, analyste et homme politique, puisqu'il a été l'adjoint au maire de Jérusalem lors de la judaïsation de Jérusalem, l'israélisation de Jérusalem, à savoir Meron Benvenisti, a développé cette conception de l'irréversibilité. Il en a écrit des livres, c'est devenu presque sa religion. L'intégration spatiale et économique de la Cisjordanie à Israël, ainsi que le nombre important de colonies et de colons, aurait, selon lui, rendu caduque toute possibilité de répartition de la Palestine mandataire. Nous serions condamnés, c'est le mot qu'il utilise, à vivre dans un seul État, et toute lutte pour un État palestinien indépendant en Cisjordanie et à Gaza serait futile. Donc ce n'est pas nouveau, ça remonte au milieu des années 70. Je ne partage pas, et je n'ai jamais partagé, les présupposés méthodologiques de Meron Benvenisti. Des faits matériels ne créent pas par eux-mêmes l'irréversibilité. L'Empire soviétique a été réversible. Le colonialisme a été réversible. La colonisation de l'Algérie, qui a pourtant duré 130 ans et en profondeur, avec une communauté française inscrite dans le paysage algérien, a été réversible. On ne va pas me dire que 400, 500 ou 600 000 colons, ça c'est devenu un obstacle que l'histoire sera obligée d'accepter et qu'on ne peut pas remettre en question. Une situation, par contre, devient irréversible à mes yeux lorsque ceux qui en sont victimes ne croient plus que ça peut revenir à ce qu'elle était avant. Et j'en donne pour exemple les Palestiniens d'Israël, ce qu'on appelle les Arabes israéliens. Jusqu'au milieu des années 50, puisqu'ils étaient occupés, militairement occupés, exactement comme les habitants de Jénine ou de Hébron ou de Gaza, demandaient, lançaient le même slogan et la même revendication que les Palestiniens de Cisjordanie aujourd'hui. Dehors l'occupant. Dehors, quittez notre territoire, laissez-nous faire partie de la Palestine ou du monde arabe. Nous ne voulons pas être israéliens, nous ne voulons pas qu'Israël soit chez nous. Puis quelque part, autour de 1955, il y a eu un tournant. Je n'ai pas le temps de l'analyser. Un tournant, et la revendication, on a accepté quelque part, la population a accepté, a pris acte, qu'ils étaient israéliens. Peut-être pas de bon cœur, mais enfin, ils étaient israéliens. Et les revendications territoriales ont été remplacées par la revendication, évidemment, de l'égalité. L'égalité des droits civiques, des droits culturels, et plus tard, d'ailleurs beaucoup plus tard, de droits nationaux. Or, 45 ans après l'occupation de la Cisjordanie, l'immense majorité des Palestiniens continue à considérer cette occupation comme anormale et provisoire. Et même si j'ai des amis intellectuels qui disent on n'y croit plus, 2 minutes après, ils font déjà des plans de ce qu'ils vont être dans l'État palestinien ou ce que leurs enfants pourront faire lorsqu'il y aura un État palestinien indépendant. Tant que le peuple palestinien y aspirera à un État souverain et indépendant, et tant que la communauté internationale continuera à l'inscrire dans ses choix concernant notre région, à mon avis, un État palestinien reste tout à fait possible, voire vraisemblable. Alors, une courte remarque sur la question de viabilité, parce que c'est un autre débat. Est-ce qu'un État palestinien
rikiki, minuscule, coincé entre la Jordanie et Israël, et en plus divisé entre Gaza et la Cisjordanie. Est-ce qu'un tel État palestinien peut être viable? Et à cela, je répondrai qu'il ne sera ni plus ni moins viable que la grande majorité des États qui ont été créés dans le processus de décolonisation. Il sera politiquement et économiquement dépendant. Sa souveraineté sera des plus relatives, mais pas plus que le Cameroun, que le Tchad, et en fait que des dizaines d'États indépendants. Son degré de dépendance dépendra des choix politiques de ses dirigeants et de la mobilisation de son peuple. Alors, depuis une oh là là. Ah là là, c'était pas prévu. Bon, mais je ne parlerai pas du faux débat sur les deux États, ce sera dans le débat. Deux conditions. Alors, est-ce que cela veut dire que l'idée, avec là je fais un pont, avec la fin du processus d'Oslo, un processus qu'il faut considérer comme enterré, on entre dans autre chose. Est-ce que ça veut dire que l'idée de l'État et la possibilité de l'État palestinien est enterrée? À cela, je réponds clairement non. Tout dépendra de cette capacité de résistance des Palestiniens, de l'avenir des révolutions arabes et de la communauté internationale. Il est aussi souhaitable, car la pérennisation du statu quo implique d'abord des années supplémentaires, peut-être des décennies supplémentaires de souffrance, de destruction, des Palestiniens confrontés à une occupation de plus en plus brutale, et qui sera de plus en plus brutale parce qu'elle se sentira plus isolée et acculée. Entre autres, on le voit avec le plan Kerry, qui me semble quelque chose de sérieux, mais on n'a pas le temps d'en parler. Et d'autre part, une accumulation de colère contre l'État d'Israël qui laissera peu de chance à une solution susceptible de prendre en considération les aspirations nationales du peuple israélien. J'ajouterai que l'État palestinien est presque inévitable. L'effondrement d'un régime colonial ne se fait pas en un jour. C'est un processus. Et l'on peut imaginer que, confronté à une crise politico-militaire majeure, une partie importante de la classe politique israélienne saura choisir une solution de compromis. Elle sera acculée à un compromis. Un second choice, avant qu'il ne soit trop tard, et qu'elle soit confrontée précisément à ce cauchemar pour la grande majorité israélienne que serait la fin de l'État juif, la fin d'un État séparé. Face à un risque éventuel d'un État uni, la position de repli israélienne sera celle de deux États. Deux conditions, et je termine. Deux conditions. Une qui choque tous mes amis de la gauche israélienne, y compris radicale, c'est qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une solution à la question des réfugiés. Pas un deal. Je reconnais le droit au retour, c'est le deal de Clinton. Je te reconnais le droit au retour à condition que tu me promettes que tu ne reviennes pas. Ça, les deals, ça ne marche pas. Ça ne marche pas lorsqu'il s'agit de centaines et de centaines, de millions de personnes. Et la deuxième condition, et je conclus, est le respect du principe d'égalité. Pour mettre fin à un conflit, il faut mettre en œuvre, quelle que soit la solution, une égalité entre deux États, une égalité entre deux communautés dans le cadre d'un même État. Mais le principe d'égalité, comme le dit maintenant d'une façon obsessionnelle mon ami Avraham Burg dans toutes ses interventions, c'est ça qui est au cœur du problème. Pas quelle est la formule politique, un État, deux États, une fédération. Il faudra que les individus et les communautés, c'est-à-dire la communauté palestinienne et la communauté juive israélienne, puissent vivre dans le respect, l'égalité entre les deux entités.